Bonjour, bienvenue sur Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, on a un épisode qui sort un petit peu du cadre habituel, mais qui est en plein quand même dans la thématique. On va voir l'approche politique, on peut dire, avec Damien Nicolas. Qui nous rejoint sur le plateau, qui est de passage en Guadeloupe. Donc on s'est dit que c'était bien de profiter de cette occasion. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Damien qui est étudiant en master à Sciences Po Lyon et qui est membre cofondateur de l'Observatoire Terre-Monde, qui est le centre d'études en écologie politique des Outre-mer, ça, et de l'approche région. De l'approche région, oui. Ouais. Donc oui, je suis membre cofondateur, co-responsable du pôle éducation et sensibilisation de l'Observatoire Terre-Monde, qui est le centre d'études des écologies politiques des Outre-mer et de l'approche région. Donc pourquoi centre d'études ? Donc on se veut un lieu de vocation qui permet justement une recherche interdisciplinaire et transnationale sur les questions d'écologie politique entre les Outre-mer. Et quand on dit proche région, c'est-à-dire leur environnement respectif, donc à la fois la Caraïbe, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'Amérique du Sud. Et pourquoi écologie politique ? Donc ça, c'est vrai que, comme tu le dis dans ton podcast, dans votre podcast, ils avaient plutôt eu des intervenants qui avaient plutôt une expertise plutôt technique, ou même d'action publique territoriale, et donc l'écologie politique est, on va dire, un champ de recherche interdisciplinaire qui justement mêle à la fois les sciences de la nature avec la sociologie, la géographie, l'économie, enfin les sciences humaines et sociales, et qui permet de comprendre l'interaction entre environnement, nature et société. Super. Donc en fait, effectivement, j'ai annoncé politique, on ne va pas faire de politique dans le sens parti politique, prise de position. C'est l'aspect recherche sur la politique, observatoire, même si ça va toucher quand même ces sphères-là. Typiquement, nous, on a justement le parti pris du podcast, c'est de ne pas faire de politique, mais de s'intéresser au factuel. C'est-à-dire, OK, quels sont les chiffres, quelles sont les données, quels sont les... Et donc, c'est pour ça que ça m'intéressait, cette approche que vous avez, et qui est rare. Ça a piqué ma curiosité parce que c'est vrai que Observatoire Terre-Monde, ok, mais dans votre axe spécifique sur l'écologie politique des Outre-mer, ce sont des thématiques, nous, alors en étant sur place dans les Outre-mer, effectivement, c'est des choses qu'on recherche à avoir, des espèces de réflexions communes, déjà localement dans le bassin caribéen, parce qu'il y a plein de sujets qui nous rejoignent. Souvent, comme tu disais, on parle des sujets communs environnementaux, déchets, eau, énergie, biodiversité. On est super proches, mais c'est vrai que par extension, les Outre-mer aussi. Mais là, vous amenez avec votre réflexion toute la dimension aussi historique, sociale, politique, psychologique, économique, et leurs interactions entre elles. Et qu'est-ce qui fait en fait que notre monde actuel ou les façons de fonctionner qui se sont mises en place spécifiquement dans les Outre-mer ont un impact sur l'environnement et comment l'environnement a aussi créé ces façons de fonctionner. C'est ça, c'est que souvent, en fait, on pense aux Outre-mer, si on cherche une définition des Outre-mer, typiquement, je sais pas, dans le dictionnaire, ou même dans le truc juridique, ça va être une approche traditionnelle avec parler généralement de nos statuts vis-à-vis de la France et ce qu'on est au niveau de la France. On a une approche, je sais pas, économique, on va dire que, même géographique, on va dire que c'est des territoires qui sont plutôt vulnérables, avec une économie insulaire très dépendante. Voilà, c'est quelque chose de très stéréotypé, mais il n'y a jamais vraiment une réflexion même écologique sur comment on définit à ce stade ces territoires-là. En fait, si on veut avoir une réflexion écologique sur ces territoires-là, on doit passer par l'écologie politique,
qui fait justement ce lien entre ce que tu disais, les sciences sociales et puis même les sciences peut-être exactes en général, et les sciences de la nature. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les Outre-mer ils ont une histoire. L'environnement a façonné aussi les phénomènes dits sociologiques, les inégalités, les systèmes politiques qu'on a mis en place dans ces territoires-là, et que c'est pas quelque chose de neutre en fait. C'est pas juste l'arrière-fond, c'est pas juste le paysage. C'est aussi comment nous, ça nous a façonné, les comportements, les idées qu'on a, et aussi le futur qu'on va avoir. Alors, concrètement, parce que j'imagine que même si c'est des territoires super différents, il y a des points communs qui se dessinent dans ce qu'on appelle les Outre-mer. C'est lesquels? Je dirais qu'en fait, le point commun, c'est un point qui a été qui est artificiel, c'est un point qui est construit. C'est-à-dire que si on a des invariants, que ça soit au niveau économique, etc., ou même sociologique, c'est que ce qui nous réunit quelque part, c'est notre histoire commune, coloniale, notre dépendance à la France, le fait que, typiquement, sur les Outre-mer, quand on prenait les DOM et les COM, les DOM, départements et régions d'Outre-mer, ce sont les petites anciennes colonies les plus anciennes, celles qui ont expérimenté les premières, le système de plantation, la première histoire de la colonisation française. Et les COM, les collectivités d'Outre-mer, sont celles qui viennent à la fin de l'Empire, notamment le Pacifique. Donc ça, c'est le Nouvelle-Calédonie, c'est l'Empire tardif. Donc on voit bien que quelque part, ces territoires-là, lorsqu'on essaie de voir quels sont les invariants, ce qui les regroupe en fait, c'est souvent des thématiques communes. Par exemple, l'industrie de l'Outre-mer, c'est la vie chère, typiquement. Qu'on voit entre tout l'Outre-mer, sur les aspects aussi de vulnérabilité, que ça soit économique ou même environnemental aussi, l'éloignement, la continuité territoriale. On se rend compte que souvent, ce sont des choses qui sont en lien avec, quand on parle de politique outre-mer, on parle en fait de quelque chose qui est souvent en lien avec ce fait colonial, post-colonial, et comment celui-ci continue encore à nous impacter, et comment en fait la politique se façonne via cette histoire, en fait. D'accord. Et donc, ok, la politique des Outre-mer, c'est quelque chose qui est là depuis l'époque coloniale et qui s'est transformé et qui maintenant est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais par contre, amener la question écologique dans cette politique des Outre-mer, c'est intéressant. Et c'est né de quoi, en fait, cet observatoire? Déjà, tu disais, il est né en off, tu me disais, il est né en 2019? Alors oui, il est né en 2020. Ouais, 2020, c'était le moment du Covid, le confinement. Et je pense qu'en fait, chacun cherchait aussi à des interrogations. Parce que paradoxalement, 2020, on est tous confinés. Et je pense que la question écologiste même, ou même environnementale, était très présente parce qu'on est du coup tous enfermés. Et on se pose de véritables questions parce que, je sais pas, même moi, je me souviens quelques mois avant le premier confinement, c'était les mouvements climat qui étaient à leur paroxysme, en fait. Et au premier déconfinement, on se dit, il faut qu'on se lance. Et moi, j'étais à ce moment-là président d'une association d'étudiants ultramarins à la Sorbonne qui s'appelle Sorb Outre-mer. Et je voulais qu'on écrive un dossier sur les questions d'écologie, parce qu'il y avait aussi des étudiants qui se mobilisaient sur les questions du chlordécone, le scandale du chlordécone. Et à ce moment-là, je rencontre Malcolm Ferdinand, qui a écrit Écologie décoloniale, penser l'écologie politique depuis le monde caribéen. Et cet ouvrage, en fait, il fait titre, puisqu'il permet en fait de comprendre un certain nombre de problématiques dans notre territoire qu'on n'arrive pas encore à mettre les mots dessus. Et à ce moment-là, on crée l'observatoire avec comme idée, avec d'autres dizaines à peu près de chercheurs, d'étudiants, de représentants aussi de communautés. Et nos premières réunions sont en ligne. D'accord. Il y a des gens de Guyane, de Polynésie, de partout en fait. Et on se dit, on y va, on est les premiers. Ce qu'on fait là n'a jamais vraiment été fait. Déjà de réseauter comme ça entre ultramarins, ça se fait pas souvent. Je pense que ça peut se faire qu'on vient en hexagone et qu'on sent le besoin même de se positionner sur la question d'outre-mer, ça se fait. Mais de le faire comme ça, ex nihilo, et d'aller faire, même challenger le décalage horaire pour pouvoir travailler entre nous, c'est pas simple. Et c'était ça l'idée de... D'accord. En fait, il y avait une invisibilisation de ces questions-là sur la scène politique, même au niveau des partis politiques, au niveau des médias, mais aussi au niveau des
Même au niveau des mouvements sociaux, on se rendait compte que les associations dites environnementalistes, type ONG, ne rencontraient pas les gens qui traversent les questions d'outre-mer, même les mouvements antiracistes, même les mouvements pour la justice dans ces territoires-là. Et on rendait compte qu'il y avait, comme une fracture, en fait, que les deux ne se rencontraient pas et que on pouvait parler, par exemple, des questions d'inégalité, de vie chère, etc., sans pour autant faire le lien avec la question du moment, qui est quand même celle de la crise écologique, de la question du changement climatique. Et qu'en fait, ce changement climatique-là aussi, on en parle beaucoup dans tout le monde, et on va être les plus impactés, les plus vulnérables, mais pourtant, on est extrêmement peu visible sur la question, et on est faiblement conscientisé aussi sur ces territoires, ces questions-là. Enfin, on l'aborde par une question technique. On se dit, voilà, il y aura tel retrait de côte, on nous annonce des choses, mais ce n'est pas conscientisé par la population parce que, soyons honnêtes, les gens ont d'autres préoccupations qui sont d'autres urgences. Et nous, on voulait non pas se dire, non, ces urgences-là, elles ne comptent pas, je sais pas, le fait que les gens sont dans la précarité, mais qu'en fait, il fallait faire le pont entre les urgences que nous avons déjà sur le moment et la question écologique pour comprendre comment nous, on se rapportait au changement climatique, comment nous, on se rapportait à la crise écologique depuis notre perspective. D'accord, ok, je comprends. Ok. Donc, c'est des réunions que vous faites mensuellement? Alors, il y a plusieurs activités qu'on fait. On fait premièrement de la documentation et de la recherche. Donc, on a un centre de documentation et un pôle de recherche qui est un dynamique de recherche-action, c'est-à-dire qu'on essaye d'investir la production de savoir en sortant de cette dichotomie entre sachant et non sachant, profane et expert. On essaie en fait de réinvestir concret du savoir avec la société, avec ce qu'on typiquement on appelle en sciences sociales le terrain en fait. Et par exemple, on a un séminaire qu'on anime mensuellement. Depuis la création, là, on a lancé par exemple un nouveau cycle de séminaires et on aborde des thématiques assez variées, assez éclectiques. Par exemple, les écoféminismes depuis les Suds, la question de la conservation marine. Par exemple, on fait des liens de différents territoires d'outre-mer. Par exemple, la Polynésie qui a une richesse sur la question de la conservation. Ils ont une approche de la mer que nous, on n'a pas. Ils ont toujours vécu dans la mer, alors que nous, on a vécu de manière très sectionnée notre insularité et qu'on ne réseaute pas au sec nos autres îles. Donc, c'est bien de faire les deux comme ça. On a différentes thématiques, la question aussi de comment planter sans les pesticides, la question de l'autonomie, de la souveraineté énergétique, mais aussi alimentaire. Enfin, voilà. D'ailleurs, on a eu des intervenants communs avec votre podcast. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'idée de mutualiser. On a aussi un pôle d'éducation et de sensibilisation dont je fais partie. Et en fait, on essaie de faire justement, de vulgariser les concepts de la recherche, mais justement un public qui peut être assez divers. Notamment sur cette dichotomie entre sachant et non sachant. On a enfin un pôle de veille, où on fait en fait de la veille documentaire, et enfin un pôle de plaidoyer, à la fois environnemental, juridique et de politique publique. D'accord, ok. Si tu... parce que donc c'est super large. C'est très large. Il y a plein de choses. Il y a du concret dans le sens où vous faites de la veille, des cartographies d'enjeux, etc., avec des acteurs sur des données. Il y a des parties... ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est ce lien entre sachant, non sachant. C'est vrai que... alors, tu m'as lu ton plaidoyer tout à l'heure. Enfin, pas ton plaidoyer, le plaidoyer de l'Observatoire Terre-Monde. J'ai retenu en fait là-dedans c'est parti quand même aussi d'un sentiment d'inégalité, de non-représentativité. Ouais, d'invisibilisation en fait. C'est-à-dire que c'est quand même très fort parce que il faut se rendre compte que l'écologie, lorsqu'elle apparaît comme un discours politique, parce qu'il y a l'écologie certes scientifique, des écologues comme tu dis, qui est le stade en fait du constat, qui a été la science qui a permis aussi le constat de la crise écologique, des multiples crises écologiques. Enfin, on parle souvent du changement climatique, mais il y a aussi l'éventrement de la biodiversité, il y a la question des microplastiques, il y a plein de questions. Ça, c'est les écologues qui les mettent en exergue. Mais après, quand on doit passer les modalités d'action, comment on s'organise face à ça, quels sont les leviers d'action. Donc là, on vient à l'action politique. C'est ça la politique. La politique, c'est comment on intervient dans la société, comment on fait émerger un sujet. Et donc, sur cet aspect-là, on se disait, mais l'écologie, qui paradoxalement est un discours qui se veut
universel. C'est un discours qui se veut en fait à prétention à tous, qu'on parle de crise écologique, de changement climatique, de justice climatique par exemple. On se dit que on est sur une planète où en fait ça nous concerne tous. Et pourtant, paradoxalement, on parle très peu des Outre-mer sur cette question-là. On est les territoires au niveau de la France qui avons faiblement contribué, on a le moins contribué à la question. On n'est pas les plus gros producteurs de gaz à effet de serre que je sais pas. Non, franchement, on n'est pas les plus productifs à ce niveau-là. Et pourtant, on est les plus vulnérables, on est les plus impactés. On va connaître en fait au niveau du changement climatique des impacts, notamment au niveau que ce soit de la montée des mers, que ce soit au niveau des sécheresses, que ce soit au niveau même des migrations climatiques que certains devront connaître, notamment au niveau de la Polynésie. Donc, pourquoi les personnes, les discours sont si peu audibles lorsqu'on parle de ces questions-là? Et pourquoi la France, Paris, qui a quand même accueilli la COP21, n'a pas été en mesure de dire parmi les citoyens français, nous avons ces citoyens-là qui sont les plus exposés. Alors, moi, quand même, du point de vue, on va dire, plus scientifique ou technico-pratique, la question des Outre-mer, elle est quand même super. Je la trouve quand même couverte. Je pense qu'il y a une vraie conscience de la richesse, de la biodiversité qui se trouve sur ces territoires-là. Alors, vu d'ici, moi, je ne suis pas en métropole. Non, ça c'est clair. Et sur la question de la vulnérabilité, on a énormément quand même de fonds qui sont déployés pour étudier ces questions sur place, spécifiquement dans notre contexte insulaire, caribéen, susceptible à de nombreux risques naturels. Donc, c'est pas... quand tu m'as amené ça, ça m'a surpris sur cet angle-là, parce que je me suis dit, moi, c'est pas du tout la perception que j'en ai. J'ai pas l'impression que ce soit ignoré ou mis de côté, quoi. Je dirais pas que ce soit totalement ignoré, mais il y a quand même une marginalisation. C'est-à-dire que c'est pas le premier truc. Et puis, pour autant, par exemple, dans le manifeste Ludovic que je t'ai lu tout à l'heure, on note notamment le fait que, voilà, souvent on cite ce chiffre de 80-97% au niveau de la biodiversité. Ouais. On dit que voilà, ce sont les points chauds, la biodiversité climatique française. Et ça, oui, il y a du plaidoyer qui est fait au niveau des ONG. Mais après, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on a une place à la tête de discussion, par exemple, au niveau des discussions, je sais pas, au niveau des COP? Est-ce qu'on est représenté? Est-ce qu'on a les capacités d'action à la hauteur même de cette biodiversité? Enfin, est-ce qu'on a les moyens d'agir pour pouvoir justement être leader, pouvoir être exemple sur ces questions-là, en fait? Ça, c'est la dichotomie qu'on a. Et puis souvent, on a l'impression que l'outre-mer vient après coup. En fait, c'est le facteur outre-mer. Faut pas les oublier, en fait. C'est la fin. Je ne dis pas qu'il y a une absence de réflexion. Il y a beaucoup de choses, notamment qui se font sur l'aspect transition énergétique. Il y a des investissements. Il y a des points, mais je pense que ça ne se fait pas de manière critique. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas toutes les options. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on nous accorde de penser ces questions-là, c'est sur un certain angle. Il n'y a pas une pluralité de faits. Il n'y a pas un débat même démocratique sur cette question-là. Et souvent, on va séparer les enjeux dits techniques, même d'administration de ces questions-là sur le territoire, des enjeux même politiques, citoyens qui peut y avoir en fait. Ça ne va pas se rencontrer. Alors aussi, s'il y a un truc qui... Alors ça, je ne pourrais pas te répondre parce que je vois qu'il y a des choses qui se font, je vois qu'il y a des programmes, je vois aussi qu'il y a des opportunités qui ne se prennent pas. Des opportunités de faire des choses avec des programmes qui ne sont pas saisis, des subventions qui ne sont pas saisies et qui repartent. Ça c'est un très gros problème. Je pense que le problème de lisibilité, je ne sais pas comment ça s'analyse en sens politique, si du coup les décideurs ont du mal à voir ce qui se fait en termes pour émerger, ou bien si au niveau de la recherche, au niveau des associations, il y a une faible lisibilité aussi en termes d'opportunités des appels à projets. Donc je pense qu'il y a un problème de lisibilité même. Ouais, il y a de la visibilité. Puis là où je pourrais pas te répondre, enfin, tu me poses pas la question, mais c'est pas grave. Mais sur la représentativité des Outre-mer dans les fonds qui sont libérés pour faire des actions, je le sais pas parce qu'il faudrait faire des études là-dessus. Il faudrait vraiment regarder proportionnellement. Je sais pas s'il y en a eu. En fait, nous ne pouvons pas vraiment accéder à certaines discussions-là, notamment sur la scène internationale. Donc, il y a un article, il y avait été bien 2 articles sur la recherche
la question publiée par Malcolm Ferdinand qui s'intitule Subnational Climate Justice from the French Outre-mer. En gros, en français, c'est l'Outre-mer comme un cas de justice climatique infranationale. C'est-à-dire que nous avons, du fait de notre statut non indépendant, que nous ne sommes pas souverains, nous n'avons pas la capacité de pleinement pouvoir être représentés dans des instances, notamment onusiennes, type les COP, type les conférences nationales sur la biodiversité. Nous devons passer par l'intermédiaire de la France, faire un plaidoyer au niveau national pour pouvoir être entendus. Et bien souvent, il y a une difficulté, par exemple, sur le fonds vert pour le climat, le Green Fund, qui permet justement de financer la transition d'adaptation au changement climatique pour beaucoup de territoires. On n'y a pas vraiment accès, on n'y a pas du tout accès. Il y a les fonds verts. Oui, on n'a pas accès vraiment aux fonds verts directement. Enfin, ils sont mis en place ici. Hein. Ils sont mis en place, mais ils sont mis en place indirectement, en fait. Ah bon? Oui. Ok. Ils sont mis en place indirectement. On n'a pas la capacité, justement, d'y accéder véritablement directement. Enfin, tu parles des fonds verts européens. Ah non, pas le fonds vert européen, le fonds vert, le Green Fund. Ah, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Ok, parce qu'il y a un programme fonds vert européen. Au niveau européin, il y a un plaidoyer qui fait justement des alternatives vu qu'on ne peut pas accéder directement à cette enveloppe internationale, on est obligé de renégocier, que ce soit au niveau soit national vis-à-vis du ministère, soit au niveau européen, qui est, je pense, le meilleur levier pour pouvoir accéder à certains financements. Mais sur l'aspect international, on est quelque part invisibilisé. Et ça, c'est très intéressant parce que on se rend compte que ce sont les territoires insulaires qui sont les premiers sur cet aspect. Invisibilisé vraiment. J'essaye de comprendre le truc parce que je me mets dans une, mettons, stratégie. Si j'étais stratège, j'ai sur mon territoire des Outre-mer qui sont super riches, qui sont reconnus internationalement comme... Pourquoi c'est pas utilisé justement comme faire-valoir pour aller sur la scène internationale chercher... C'est la vraie question. Ça, c'est la question pourquoi il y a ce blocage. On se pose cette question-là. Je pense qu'il n'y a pas encore de doctrine claire, même diplomatique, sur la question. Il y a un manque. Par exemple, le Sangal de la Barbade, qui est un voisin très proche, ils sont extrêmement bien organisés sur la question. Ils arrivent en fait à se positionner. Parce qu'en fait, le Fonds vert pour le climat qui a été mis en place, en tout cas co-construit au niveau de la COP21, c'était quand même une sorte de reconnaissance à demi-mot de la dette climatique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et qu'il fallait qu'il y ait un financement parce que sinon, si derrière on laisse les pays du Sud se débrouiller tout seuls, eux, dans leur idée, c'est du coup, faisons-nous aussi notre révolution industrielle. Les pays du Nord, vous pouvez faire votre développement durable, mais pourquoi? Parce que ça avait déjà eu votre quota de pollution. Donc souvent, c'est ce qu'on avait comme blocage avec des pays comme l'Inde, comme la Chine, le Brésil. Et là, il fallait se rendre compte que il y avait une question de justice et d'inégalité, parce qu'en fait, il y avait une dette qui était en fait un non-dit, que quelque part, certains pays avaient déjà pu polluer et que le développement durable apparaissait comme une solution d'office, et comme d'autres, en fait, c'était moins évident parce que derrière, on peut dire ce qu'on veut, la croissance qui est en lien avec les industries fossiles reste quand même le meilleur éducateur pour acquérir un certain semblant de ce qu'on appelle le développement humain. Donc là, c'était comment la critique qu'on a fait en fait au développement industriel et donc de passage à la transition écologique. En fait, il faut pouvoir l'expliquer en termes économiques, il faut pouvoir repenser ce rapport géopolitique. Et donc, si on en vient aux Outre-mer, donc là, il faut savoir que nos territoires, on a souvent été pensés comme justement des économies périphériques à la métropole, et en fait, c'était souvent au niveau culture, c'était souvent l'exportation de certaines matières. Et puis là, on se rend compte que ces territoires, on ne sait plus trop en fait quelles sont leurs positionnements. Ils sont certes une forte place dans la géostratégie de la France au niveau mondial, mais sur ces questions notamment écologiques, même au niveau de plaidoyer international, il pourrait y avoir un peu plus, je pense. Ça pourrait, en tout cas, c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment, mais c'est souvent ce qui est mis en avant, c'est-à-dire qu'on a un petit peu tout ce qu'il faut pour des laboratoires du changement, de la transition écologique, parce que souvent en plus on parle d'îles, et puis il n'y a pas que des îles, mais c'est vrai que mais une île, c'est quand même un territoire cerné sur lequel tu peux facilement te dire ok, on fait un test. J'ai entendu dire que je crois que c'est la ville d'Amiens
Peut-être que je me trompe de ville. Si je me trompe, désolé pour les gens de la vraie ville. Mais que le maire a décidé d'être complètement autonome au niveau alimentaire. C'est-à-dire que tout ce que tu consommes sur place comme maraîchage, ça vient d'un certain rayon kilométrique qui est disponible sur place. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on pourrait... Je crois qu'il y a des belles initiatives qu'on pourrait mettre en place, mais du coup, c'est là que la question de la volonté politique se pose, en fait. Et on a beau avoir sur le papier tous les documents techniques, toutes les données qu'on peut avoir, en fait, si derrière ne se pose pas la question du projet, de la vision que l'on veut et comment on embarque les gens dans cette vision-là, derrière, ça ne peut pas se faire. Ouais. Et puis, surtout pour nos territoires, ça ne doit pas être une vision qui est imposée. En particulier quand on a des cas d'injustice environnementale, d'inégalité environnementale, on ne peut pas penser à une transition, ça a braqué les gens. Je pense qu'on l'a vu sur la question du Covid, on a vu comment on a du mal à mener une véritable politique de santé publique sur cette question-là. Et je pense que là, ce sont des transitions écologiques, si on ne pense pas à la question démocratique et qu'on fait juste des laboratoires de manière technique, on risque de se heurter à des blocages. Il faut qu'on fasse les deux. Quand on parle d'expérience, on parle de laboratoire, il faut que ça soit derrière avec des projets qui aient une vision politique concrète qu'on impose aux gens derrière. Pour que ça... Je suis d'accord. Et alors, c'est vrai que... Alors, par contre, effectivement, quand on parle de politique environnementale, je te dirais que 80% de ce qui se fait, c'est des déclinaisons de programmes européens ou nationaux, et qu'après, on a ici des gens politiques ou scientifiques ou acteurs qui vont faire remonter l'information nationale en disant « Ok, super votre programme, est-ce qu'on peut adapter tel ou tel paramètre parce que c'est pas adapté chez nous ?» Il y a maintenant quand même souvent directement qui viennent du national des déclinaisons spécifiques. C'est pour ça que je te disais, il me semble qu'on est quand même pris en considération, ou des enveloppes financières ou quoi, ou appel à projet spécifique. Ça reste top-down en fait. Ça reste top-down, mais justement, alors là c'était une autre question parce que une politique, il y a beaucoup de politiques locales qui vont être sur des aspects économiques, qui vont être sur des aspects aussi politiques, indépendance, à différentes échelles, agricoles. Enfin, il y a des choses qui viennent d'en bas, ou justice, par exemple, si on parle du chlordécone, il y a des vrais mouvements qui sont créés. Mais par exemple, sur l'aspect préservation de la biodiversité, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect des déchets. C'est quand même, on a un niveau de conscience ici, on va dire, qui est vachement moins... les gens sont vachement moins soucieux et conscients de l'enjeu qui se passe qu'ailleurs dans le monde. En tout cas, je parle de la Guadeloupe, Martinique. Alors, en Guyane, c'est un peu différent. Du coup, votre mouvement va participer un peu à ça, j'imagine, j'espère. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est de mettre en relation, en fait. Ce sont des acteurs qui n'ont pas tendance à se rencontrer parce que les approches sont divergentes et que il y a souvent des fried shows qui sont des catégories qui font que ça se rencontre pas typiquement. Sur la société civile, je pense que je sais pas, on a les questions de dépendance, comme je le dis, autonomie énergétique et alimentaire, pour qu'on ne fait pas le pont avec des mouvements de justice environnementale. Pouvoir comprendre comment les gens peuvent s'imbriquer avec ça. Complètement. En fait. Mais le truc, c'est que vraiment pour avoir animé des ateliers, on a reçu la dernière invitée, c'était Canel Ambroise de l'Arbig. On parlait justement de cette conscience écologique du milieu dans lequel on vit, etc. Et c'est difficile à expliquer si c'est parce que quand on est né ici, on est né dans une espèce de richesse. On ne prend pas forcément conscience justement de l'exception qu'il y a. Il y a réellement une question de conscience à éveiller, de sensibilisation. Oui, ça, je pense que c'est un aspect, ça tombe un peu aussi dans ce que je fais au niveau de l'observatoire, c'est-à-dire l'éducation et la sensibilisation, et sur comment on donne des clés de lecture, pouvoir comprendre ce qu'est l'environnement, ce qu'est la nature, pouvoir la décrypter. Et c'est vrai que si on a cette fibre en général qu'on est exposé très tôt à un âge là. Donc, derrière, en fait, c'est ce que je dis,
l'idéal en tout cas, la société qu'on vend aux gens, c'est plutôt le consumérisme, le fait de partir, justement de rester dans cette dépendance, de consommer des biens qui soient matériels ou immatériels et qui viennent de l'extérieur. Pour le coup, les gens seront bien sûr déconnectés de cette nature qui est leur territoire. En fait, c'est un aspect que j'identifie dans mes recherches, c'est-à-dire qu'on est passé d'une société qui était axée sur les éléments de la société de plantation à cette consommation avec la départementalisation, c'est-à-dire que on nous a dit vous allez vous décoloniser par justement l'égalité réelle, en rattrapant justement économiquement, socialement les standards qui sont ceux de l'Hexagone. Et voilà, il n'y a pas si longtemps, le SMIC de la Guadeloupe, le Martinique, et c'est réindexé sur celui de la métropole. Donc c'est assez récent, cette idée d'égalité réelle. Et derrière, ce que ça cache aussi, c'est une idée de... on grandit ici avec... Moi, j'ai grandi ici avec, je sais pas, j'avais les jeux vidéo, j'avais les réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que je dis toujours que je suis parti avant d'avoir quitté le territoire. J'ai eu cette impression-là, c'est-à-dire une impression que cette consommation fait qu'on est extrêmement déconnecté avec notre environnement immédiat et que on est moderne quand on a envie de, je sais pas, avoir des téléphones à la mode, on a envie qu'être libre, c'est pouvoir consommer. Qu'être, c'est pouvoir posséder de nouvelles choses et que du coup, ça nous déconnecte de ce qu'il y a de commun autour de nous, à savoir l'environnement, et ça a un impact sur comment on va projeter notre aménagement du territoire. Ça, c'est l'aspect individuel, en fait. Mais ça a un impact, ces croyances ont un impact sur comment on va se projeter dans le territoire. Donc, il faut véritablement travailler ça. Par exemple, sur la question des déchets. Les gens ont appris à jeter. Le déchet n'est pas quelque chose de naturel. Il y a des sociétés où le déchet n'existe pas. Par exemple, l'économie circulaire, qui est une théorie économique qui analyse cette question-là, voit bien que dans certaines sociétés, le déchet, il devient quelque chose qu'on pense justement à produire et que le produit qui est consommé n'a plus de valeur. Alors dans d'autres sociétés, même auparavant, le déchet n'existe pas parce que c'était quelque chose qui pouvait être réutilisé, qui se réappliquait dans son cycle de valorisation. Donc là encore, cette question-là, c'est comment nous, on challenge ces croyances en fait qui sont arrivées avec cette consommation et comment nous, on se reconnecte à ce territoire, voire aussi repenser nos cycles qui soient écosystémiques ou même humains. Donc, comment on se repositionne par rapport à ça, c'est, je pense, la véritable question qui est très importante et souvent pas le lien avec les mouvements sociaux qu'on a. Je pense qu'ils sont aussi en lien avec ces questions écologiques, en fait. Quand on parle de vie chère, c'est pas la vie chère juste comme ça, c'est une vie chère qui est en lien avec une société de consommation, mais les gens n'ont plus accès à ces biens de première nécessité qui sont obligés de l'acheter dans des grandes surfaces. Mais derrière, je sais pas, c'est aussi en lien avec notre économie. Et cette économie, elle est basée sur l'exportation, mais en fait, il y a une question d'alimentation qui pourrait se faire sur le territoire. Il y a une question d'une énergie qui pourrait être propre sur le territoire. Il y a une question de déplacement, de mobilité qui pourrait se faire sur le territoire de manière propre. Enfin, moi, ici, je sais pas, je suis venu ici en voiture, mais dans d'autres territoires, je pourrais très bien fait venir à pied. Je suis là de passage, mais comme plein d'étudiants, mon développement de carrière, il est dépendant au fait que je puisse prendre l'avion. C'est quand même choquant de se dire que pour pouvoir réussir, on doit, nous, ultramarins, avoir un bilan carbone qui est extrêmement... je crois que d'ailleurs qu'il n'est même pas vraiment comptabilisé dans le bilan de l'ADEME. Hein. Tu fais de la continuité territoriale, on n'est même pas comptabilisé dans le bilan de l'ADEME, alors que c'est des continuités... Tu veux dire, on est... La continuité territoriale, le fait que qu'on est obligé de partir comme ça, et c'est pas comptabilisé, je crois. Dans les bilans carbone moi, je me souviens d'un article de la sénatrice Catherine Conconne qui disait que voilà, fallait renforcer la continuité territoriale parce qu'il y a une mesure de justice sociale. Mais est-ce que c'est une mesure de justice climatique ? J'ai pas l'impression. Je ne dirais pas qu'on devrait supprimer ça, mais je pense qu'en fait, il faut penser une continuité territoriale durable et qui a... pourquoi on part ? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, en fait. Parce qu'il n'y a pas, justement, cette connexion avec le territoire qui nous permet, justement, de penser en commun. Et ça, je pense qu'on est véritablement addict à cette consommation, à ce que je disais, parce que si on n'a pas, si on ne consomme pas, on n'est pas libre. C'est ça, en fait, qu'on a en tête. Après, il y a des questions... Ouais, non, mais c'est complètement... Alors, puis ça, il y a un aspect mondial là-dessus qui... C'est mondial. Qui touche faire des fois seul, mais à notre échelle, il faut pouvoir le penser. C'est ça la réflexion qu'on essaie de mener. Comment nous... on ne va pas attendre que les autres aient cette réflexion critique. Non, il faut aussi que nous, on puisse faire ce bilan d'introspection et qu'on dise à un moment... ces choses-là sont arrivées sur le territoire, pourquoi elles sont arrivées à ce moment-là donné ?
Et qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce qu'on en fera? C'est ça qu'on essaie de se dire en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas des questions. Enfin, les solutions sont pas évidentes. C'est vrai que de tout, à chaque fois, les grandes universités, ça a toujours été dans les capitales, les métropoles, ou même les gens de la campagne. À l'époque, moi, mes parents qui étaient d'un petit village Haute-Savoie, ils sont partis sur Paris. Après, c'est des distances qui sont quand même moins grandes. Il n'y a pas l'avion, tu peux prendre le train maintenant, c'est plus facile. Et c'est vrai que sur des territoires comme ça, il y a de la mutualisation à penser. Maintenant, c'est à part de prendre le bateau. Donc, c'est vrai, la Caraïbe pourrait être beaucoup plus accessible et beaucoup plus mutualisée. Ça me fait penser qu'il y a certains sujets quand même qui commencent à se mutualiser, des réflexions qui sont intercaribéennes de plus en plus. Et ce qui est intéressant dans votre observatoire aussi, c'est que c'est pas juste la Caraïbe. Moi, je pense généralement Caraïbe parce qu'on est dans ces zones-là. C'est clair, ouais. Mais les Outre-mer, c'est super large. C'est super large et puis c'est pas juste en fait des territoires qui sont juste là, ils sont intéressants avec d'autres voisins aussi. Bah, je sais pas, dans les Caribéens, mais déjà, avant on mettait en Guyane, mais voilà, les Guyanais, ils sont avec les Guyaniens, avec les Surinamais, avec les Brésiliens. Enfin, c'est très large et on pense ces questions d'écologie, on se rend compte que très souvent, on nous a définis comme silos par rapport à nos statuts. Alors qu'en fait, si on doit penser écologie, on doit penser, je sais pas, sur le territoire, il est pas juste... il s'arrête pas à la frontière. Enfin, le territoire, il a des continuités avec ce qu'il a par-delà. Et là, c'est une action internationale dans certains cas, dans d'autres cas, peut-être moins, mais il faut aussi pouvoir se reconnecter avec ces territoires qui nous sont voisins, pouvoir penser les problématiques qui nous sont communes. Par exemple, la question de la mobilité. Je crois que vous avez aussi une intervenante sur les questions des sargasses. Typiquement, ça, c'est un enjeu qui demande de la coopération au niveau transnational, international, sur la question de cyclonique, typiquement. Je me souviens, moi, j'ai on va dire, 2 grands réveils de la question écologique dans mon parcours de jeunesse. Déjà, le fait d'avoir grandi dans le sud-Bastère, dans le croissant bananier, et le fait aussi d'avoir connu le au monde Maria, Irma et Maria. Moi, j'étais au lycée, j'étais en terminale et on a accueilli des lycéens qui étaient du coup réfugiés. C'était des réfugiés climatiques, on va le dire clairement. Ils étaient venus, du coup, ils avaient fait l'année avec nous parce que, voilà, ils pouvaient pas. Et là, je peux me poser la question, mais si demain j'étais à leur place, typiquement, un ouragan de cette taille-là passe sur la Guadeloupe, où est-ce qu'on va? Si on doit attendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir l'aide qui vient de la France, moi je me dis, en fait, j'ai besoin de mes voisins, j'ai besoin d'une solidarité qui vient d'à côté. Et c'était la même chose à la Dominique, quand il y a eu, je ne sais plus quel ouragan qui était passé, mais c'était peu après. Mais je pense que ça nous réveille aussi sur notre environnement concret, cette question-là. Et quand elle devient politique, c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas de solution d'emblée. La solution, elle a consort avec l'autre, en fait. C'est ça le plus intéressant. C'est-à-dire que la politique, c'est faire des choix, mais c'est aussi créer, en fait, des idées, créer des opportunités. Et il y a bien sûr des divergences, mais il y a aussi des convergences. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais parler du dernier et premier, en fait. C'est quoi? C'est un numéro spécial? Alors, ça, c'est notre premier numéro. Je sais pas comment je le montre. Mais du coup, décoloniser le changement climatique, nous avons lancé une idée de revue. Lorsqu'on a fondé l'Observatoire, on s'est dit qu'il fallait notre propre revue pour qu'on puisse être visible au niveau de la recherche, mais aussi être visible au niveau de la question des enjeux politiques, de l'écologie politique même française et internationale, en fait. Puisque là, il y a... Alors, Plurivers, donc c'est un concept... donc ça s'intitule Plurivers, écologie décoloniale, penser décoloniser le changement climatique. Pourquoi Plurivers? Donc, Plurivers, c'est un concept qui vient de l'Amérique latine et qui, en fait, vise justement à penser que face à la crise écologique globale, ou même face aux crises du capitalisme global, en fait, il y a... on veut un monde où il y a plusieurs mondes. On veut un monde où il y a plusieurs alternatives. On ne veut plus de ce monde où
on nous dit cette société de consommation, on nous dit cette façon de faire, et qu'en fait, il y a des alternatives, mais que ces alternatives, elles peuvent exister. Donc c'est le pendant en fait au mondialisme, non? C'est pas que mondialisme, c'est des pistes de réflexion. C'est justement ce que je disais, c'est que une réflexion des propositions, c'est pas une unité, c'est pas encore plus, c'est voilà, des pistes de réflexion. Des pistes de réflexion. Et donc là, dans décoloniser le changement climatique, on revient sur une sorte de changement climatique qui est justement imposé comme étant le problème global, comme étant le problème qui s'impose à la totalité du monde, sauf qu'en fait, il ne s'impose pas de la même manière. Le changement climatique, c'est pas les perspectives que l'on soit en Europe, que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Asie. Ce ne sont pas les mêmes perspectives que l'on soit riche, pauvre, de classe moyenne. Ce sont pas les mêmes on n'a pas le problème ne se pose de la même manière, on n'a pas les mêmes moyens d'action, on n'a pas non plus la même vision du futur et de l'avenir. Et ce qui était très intéressant avec le changement climatique, c'est que, typiquement, par rapport aux autres crises que le capitalisme a pu connaître, il suffisait d'être riche pour pouvoir, par exemple, partir dans notre pays quand il y avait la guerre, quand il y avait une crise économique. Alors qu'avec le changement climatique, on n'a pas une autre planète, on n'a pas de solution, on n'a pas de plan B. Donc tout le monde se retrouve dans le même bateau. Mais Malcolm Ferdinand, par exemple, dans son livre Écologie coloniale, prend l'exemple, la métaphore de l'arche de Noé. Noé, il est face à un cataclysme qui s'impose, c'est le changement climatique, comme on peut le mettre. Mais dans ce bateau, qui est-ce qu'on choisit de mettre? Qui est-ce qui guide le bateau? Il est sur le bateau, il arrive à sauver tout le monde, mais on ne sait pas qui est-ce qui l'a sauvé, comment ça se fait, quelles sont les règles aussi internes à ce bateau, ça on ne sait pas. Enfin, le changement climatique, bien sûr, on devra l'affronter, mais la question politique, c'est comment on s'organise. Est-ce que ça sera sur plus d'inégalité? Est-ce que ça sera sur plus de domination? Ou est-ce que ça sera sur plus de solidarité? Est-ce que ça sera sur du commun? Est-ce que ça sera sur perspective? On va chercher à prendre soin de l'autre. On va chercher à s'écouter les uns les autres pour pouvoir être le mieux, le plus efficace lorsque les cataclysmes arriveront, en fait. Et ça, c'est véritablement la question lorsqu'on parle de décoloniser le changement climatique, c'est que le changement climatique, c'est qu'historiquement, le changement climatique, c'est un événement qui se produit ici. C'est une crise du capitalisme, mais qui a plusieurs origines. C'est-à-dire que l'être humain a, par ses interactions, par son activité, un impact suffisamment important pour toucher toute la planète entière. Ça, c'est ce qu'on appelle un scientifique, Paul Crutzen, qui a développé le concept d'anthropocène pour dire justement que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique où le facteur humain, où l'être humain justement a un impact qui est synonyme par, je sais pas, une météorite. C'est-à-dire que nous avons un impact sur la géologie, sur une ère géologique. C'est quand même important de se dire que on a quand même, c'est pas non plus se dire que nous sommes grandioses, mais se dire que nous avons une nouvelle responsabilité, que l'activité humaine, la liberté humaine a rencontré ce qu'on pensait être immuable, c'est-à-dire la nature. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que là, du coup, se demander, c'est pas juste l'être humain, c'est des responsabilités, c'est un système spécifique qui a fait qu'on en est arrivé à cette question de changement climatique. C'est comprendre que les leviers d'action aussi vont devoir prendre en compte ces niveaux de responsabilité. C'est pas, je sais pas, c'est pas les communautés autochtones qui ont le plus contribué au changement climatique. On sait bien qui est-ce qui consomme le plus, qui est-ce qui produit le plus. On sait bien qu'il y a une chaîne, on sait bien qu'il y a des positionnements que nous ne sommes pas tous égaux face à cette question-là et nous n'avons pas tous les mêmes capacités pour pouvoir répondre, pour pouvoir agir. Donc là, il y a une question de, par exemple, le concept de dette climatique a été proposé, le concept de dette écologique, le concept aussi de parfois de réparation, ou même le concept aussi, il y a en tout cas plein de recherches qui essaient de comprendre en fait comment cette question de l'action climatique au niveau politique doit se penser, au niveau géopolitique, en prenant en compte cette histoire en fait. D'accord. Et alors sur le terme volontaire qui a été choisi de décoloniser, c'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme à mettre en place. Tu peux nous parler de ça? Alors, ce changement de paradigme, en fait, je pense que je te le disais au niveau du manifeste, c'est que plusieurs chercheurs ont essayé d'identifier justement quelles sont les racines potentielles
ce changement climatique, où est-ce qu'on se situe, pourquoi on parle aujourd'hui d'anthropocène. Certains parlent de plantationocène, en tout cas du système de plantation comme étant historiquement l'un des premiers moments dans l'histoire du monde où le monde s'est globalisé, on a une interaction mondiale et on a des flux de valeurs comme ça, de ressources, d'êtres humains, de traits d'êtres humains. Et en fait, on se rend compte qu'on a les premiers désastres écologiques. La colonisation, ce qu'on se rend pas compte, c'est aussi que c'est l'apparition des monocultures de café, de canne à sucre, de coton. Et ce modèle de monoculture, on n'a toujours pas issu ce perdu jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi, on a considéré des terres comme étant des terres vierges, sauvages, et que les populations qui étaient sur ce territoire-là comme étant des populations qui étaient non souveraines et qui donc pouvaient être des sauvages, qu'on pouvait exterminer. Et donc, ça produit une vision aussi, ça contribue à l'idée même de nature, parce qu'à ce moment-là, on détruit des écosystèmes qui sont extrêmement riches, qu'on remplace par du standardisé, par du vivant qui doit pouvoir être exportable. Et ça va aussi contribuer à une idéologie de ce qu'on appelle, on va dire, la révolution industrielle Ce sont des éléments à la fois idéologiques, mais aussi technico-industriels qui vont faire que ce système où aujourd'hui, en fait, on se dit que pour pouvoir être libre, que nos démocraties, en fait, elles s'appuient en même temps sur cette industrie, qu'elle soit extractive au niveau du pétrole, au niveau du charbon, et que la colonisation, en fait, est un facteur qu'on ne peut pas oblitérer lorsqu'on pense à cette question du changement climatique ou même de la question de la transition écologique. Que typiquement, la grande dichotomie qui se fait lorsqu'on parle par exemple au niveau de la COP21, c'est qu'il y a une véritable fracture entre les pays du Nord et les pays du Sud. Même au niveau du GIEC, il y a souvent des grandes critiques qu'on fait au niveau du GIEC, c'est qu'essentiellement, il reste assez occidentalo-centré et qu'il y a très peu de scénarios qui sont faits au niveau des pays du Sud, ou en tout cas, des scénarios qui sont assez globalisants, mais que, par exemple, au niveau des chercheurs, au niveau du GIEC, il faut avoir les moyens de faire cette recherche. Le GIEC ne finance pas les chercheurs ou les académiciens qui travaillent sur ces rapports-là. Donc, si on vient, par exemple, je sais pas, d'un pays d'Afrique ou, je sais pas, d'Amérique du Sud, il faut avoir les moyens de faire cette recherche-là et on se rend bien compte que là, il y a un rapport il y a des choses qui sont, du coup, une connaissance qui manque, cet aspect-là. Et donc, cet aspect de colonialité, qui est une analyse qui, justement, est née en Amérique du Sud, est très importante. Enfin, des auteurs latino-américains, notamment Arturo Escobar, qui a un groupe de pensée, à la fois d'économie, de sociologues, qui s'appelle le groupe Modernité, Décolonialité, et qui pense en fait que à partir justement de la colonisation est né un nouveau rapport avec ce qui a instauré la modernité même européenne. C'est-à-dire que l'Occident est né à ce moment-là dans ce commerce triangulaire et que aujourd'hui nous vivons sur les vestiges, même dans la reproduction de certaines de ces formes de colonialité, mais que du coup si nous voulons dépasser challenger par exemple des questions comme la justice globale, la question comme la question du changement climatique, on doit pouvoir en fait analyser ces questions de colonialité parce qu'elles sont encore à l'œuvre dans les logiques même de comment le monde fonctionne. S'il y a des riches, on dit qu'il y a des riches au nord et des pauvres au sud, si qu'on pense même comment, je sais pas, on se dit sous l'externalisation de certaines industries, on se dit ok, je vais faire le plus de profit possible, mais je vais aller me planter au Sri Lanka. Enfin, ça, je veux dire, au niveau de la logique purement économique, dans les écoles de commerce, je veux dire, c'est un fait. C'est-à-dire que, je sais pas, je vois des cours, on dit clairement que, c'est du factuel. Pourquoi ? Parce que nos économies sont encore organisées de cette manière-là, en fait. Et on ne pourra pas opérer ce changement tant qu'on n'aura pas analysé la situation et proposé des alternatives, qu'on aura pu être aussi à l'écoute des autres formes d'alternatives qui ont existé même, parce qu'il y a eu des résistances. Il y a eu, par exemple, prenons sur l'écologie décoloniale depuis le monde caribéen, face au système de plantation qui uniformalise tout au niveau des monocultures et qui met une violence aussi sur les afrodescendants, ce qu'on observe aussi, c'est que les esclaves, en fait, ils vont fuir de ces plantations-là, ils vont mettre en place des systèmes alternatifs, à la fois simplement pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir vivre, mais aussi pour se soigner. Et c'est ce qu'on appelle le jardin créole dans lequel on a hérité. Et ce qu'on se rend bien compte, c'est que le jardin créole, c'est de la permaculture, c'est de la polyculture, mais c'est aussi des croyances et un certain rapport au territoire, à l'espace. Bon, la question, c'est comment on fait une économie, comment on en fait un système, comment on l'institutionnalise, comment on en fait quelque chose et comment on passe de cette expérience, cette alternative à quelque chose qui peut devenir
une réponse face à un problème qui justement est devenu global et qui sclérose tout en fait. D'accord. Ouais, complètement. Mais ça, c'est une grande question. Et c'est vrai que on peut y réfléchir. On peut y réfléchir, c'est des questions très larges, très denses. Ouais, moi, j'ai tendance toujours à avoir une vision très pratico-pratique des choses et de voir un petit peu notre panel d'options. On est sur un échiquier, il y a des gens qui sont en pouvoir, qui sont à certaines positions, et voir concrètement quel pion on peut bouger à quel endroit. Et je crois vraiment que sur des exemples concrets à petite échelle, il y a moyen déjà de faire naître des exemples fonctionnels et d'un exemple fonctionnel à petite échelle, pouvoir le dupliquer. Et je pense que ça viendra forcément d'une coexistence de plusieurs systèmes et pas d'un retournement massif qui créerait un chaos qui avec des conséquences encore probablement pires. C'est ça, la grande question, c'est comment en fait on fait advenir des alternatives et comment justement on cherche à construire un nouvel équilibre. Ce n'est pas non plus avoir une vision extrêmement pacifiée ou non plus manichéenne des choses, à dire que demain il y aura une grande révolution, en fait on va tout changer. Je pense que cet aspect un peu grand soir de... C'est pour ça qu'en fait, on a souvent parlé, je sais pas, par exemple, quand j'étais ado, on parlait de développement durable, on parle plus de ça aujourd'hui, on parle de transition. Pourquoi ? Parce que on parle pas de transition, de bifurcation, de plein de termes pour dire qu'en fait que là, c'est extrêmement pressant et urgent, mais que la temporalité est une grande question parce que on n'a jamais dans l'histoire de l'humanité dû opérer autant de changements à une telle vitesse, à une telle profondeur, à un tel niveau. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire si on se dit non mais toi on veut pas forcément de ça, etc., etc. Il faut qu'en fait que chacun on y mette du sien, et il faut qu'aussi on puisse pouvoir s'écouter. Et cette question de la démocratie environnementale est très... On n'est pas les démocraties environnementales, soyons clairs. On n'est pas les démocraties environnementales. Démocratie environnementale dans le sens où on ne priorise pas l'environnement sur notre fonctionnement démocratique. On n'a pas non plus dans l'avènement de la question écologique au fonctionnement démocratique. Souvent, on a cette approche, comme tu l'as dit, très top-down et très... par exemple, même en France, on a les mouvements d'azadistes, les mouvements notamment contre les méga-projets, récemment contre les méga-bassines le montrent bien. Où là, on a quand même une forte répression, notamment des militants écologiques qui commence à être de plus en plus présente. Où en fait, on a aussi un discours très climato-sceptique qui émerge et qui montre qu'en fait, actuellement, la question écologique n'est plus... à un moment donné, on se disait que voilà, tout le monde est bien sûr conscientisé aux enjeux climatiques, aux enjeux écologistes. Aujourd'hui, on se rend bien compte que plusieurs positionnements se créent et qu'en fait, il y a des véritables fractures. Enfin, je sais pas, par exemple, moi, ma génération, on est un peu en mode où on se dit, je sais pas, les Gen Z, il faut pas avoir, je vais être caricatural, mais voilà, les Gen Z sont très conscientisés et les boomers, entre guillemets, ce sont les moins, en tout cas, ils s'en fichent un peu. Et je pense que, au fond, il y a quand même une fracture générationnelle qui est très présente. Mais ça montre bien que aujourd'hui, l'écologie, c'est aussi penser ces fractures-là pour pouvoir qu'on peut les recréer de lien. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les besoins, quels sont les manques, pouvoir venir poser un projet qui cherche à construire cette solidarité, cette coexistence en fait. Parce qu'il faut des alternatives et ces alternatives-là, elles ne seront pas... tant qu'on n'y mettra pas du sien, il faut la volonté politique en fait. Ok, écoute, c'est super intéressant, je suis content de t'avoir reçu parce que c'est vrai que nous on n'est pas dans la politique. Mais je comprends l'importance qui est en tout cas des centres de la réflexion partagée, prendre un peu de la hauteur par rapport aux écosystèmes, on va dire, politiques. Au-delà de ça, je voudrais dire qu'on n'est pas que purement politique parce que c'est qu'on est... il y a par exemple des ingénieurs aussi, des ingénieurs en haut de l'association et du coup... on cherche en fait à décloisonner en fait ces approches souvent qu'on se fait entre ces dossiers les sûrement techniques. On ne va pas essayer d'avoir une approche dite politique de la chose. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut aussi être en mesure de comprendre que
on fait ce choix-là, mais ce choix-là aura aussi des impacts sur tels acteurs, tels acteurs. Il faut le prendre en compte et l'assumer. En fait. Bien sûr, mais après, c'est clair. Et c'est pour ça, en fait, et d'ailleurs, vous êtes une initiative, tu disais, complètement bénévole. Il n'y a pas de mouvement derrière ou quoi qui pousse ça. À un moment donné, j'imagine que vous allez réussir à trouver des fonds ou à force de publier des ouvrages et puis de produire de la valeur, vous allez pouvoir être associé peut-être à des groupes de recherche autres et à bénéficier de... En tout cas, je vous souhaite que ça puisse le faire parce qu'à un moment donné, il faut arriver à pérenniser ces initiatives. Mais par contre, c'est vrai que concrètement, je le vois, hein, même si on regarde juste l'aspect technique d'un problème environnemental, sans même regarder les aspects politiques, etc., on a déjà souvent du mal à c'est déjà, de par lui-même, un domaine extrêmement pluridisciplinaire. Et on a déjà du mal souvent à reconnecter tous les points. Et c'est vrai que si là-dessus, on commence à se reposer la question, donc c'est un peu les poupées russes, quoi. Bon... c'est ça, parce qu'en fait, surtout en France, on a beaucoup de mal à faire de l'interdisciplinarité. On a du mal à penser ensemble des sujets et on a beau dire que on appelle à projet, il faut que ça soit transdisciplinaire. En réalité, les gens sont bien avec leur spécialité et leur expertise. Ils ont du mal à s'en sortir parce que derrière, c'est qu'on est habitué, c'est une habitude, premièrement, mais aussi parce qu'en fait, souvent, c'est peu valorisé. C'est peu valorisé, mais en réalité, je pense qu'il faut essayer de tester pour voir ce que ça donne, quel effet. Parce que souvent, on a du mal, par exemple, on fait certaines études à prendre pour certains échecs. Et je pense que souvent, si on arrive à faire le lien, par exemple, entre une approche d'analyse sociale avec une approche plus technique, on va commencer à voir quelles sont les limites. Par exemple, sur la question des plans chlordécone, notamment au niveau du financement de la recherche, il y a un colloque qui s'était tenu en Martinique qui disait que beaucoup de chercheurs issus des sciences de la nature, des STEMS, demandaient qu'il y ait plus de financement sur la recherche au niveau des sciences sociales, des interactions entre chlordécone et société, parce qu'en fait, on a du mal à comprendre pourquoi des télémonisations, on a du mal à analyser concrètement ce lien-là, en fait, et qu'il y a des consensus sur les aspects techniques, mais il faut en fait une véritable approche holistique du problème pour pouvoir agir dessus. Il y a des initiatives, tu dois être au courant du programme FAP, podcast d'ailleurs de l'IREPS qui a abordé la question du chlordécone justement sur toutes ces facettes-là. Alors c'est pas un projet de recherche, mais c'est des interviews d'acteurs, c'est intéressant. Ok, c'est quoi la... Alors attends, juste un petit truc aussi par rapport à toi, dans ta carrière ou dans ce que tu t'imagines de faire plus tard. Parce que j'aime bien toujours aborder ce sujet. Tu es guadeloupéen, tu es parti du coup, parce qu'il n'y avait pas sur place l'équivalent de Sciences Po ou de la Sorbonne. Donc tu es parti étudier en métropole. Là, tu rencontres tous ces gens. Quelles sont tes ambitions pour l'avenir ? Moi, je pense que comme plein de ma génération, ça serait de revenir, mais je ne me vois pas non plus rester que sur le territoire. J'aimerais en tout cas que la Guadeloupe soit plus en mouvement, plus en lien en fait avec son environnement extérieur, la Caraïbe. Je pense qu'il y a un enjeu qu'on soit pleinement intégré à cet environnement qu'est la Caraïbe. Je pense qu'il y a un enjeu à la fois économique et écologique qui est très important. Et j'aimerais justement travailler sur cet aspect de la diplomatie climatique de la France à partir de nos territoires d'outre-mer. Je pense qu'il y a un volet politique très important à travers cette question-là, que ça soit au niveau de l'adaptation, que ce soit au niveau de la solidarité, que ce soit au niveau de la protection sociale aussi. Et moi, je pense que au niveau de mon mémoire, là, une des idées centrales, c'est que les Outre-mer posent au sein de la République la question de la dette climatique. On ne se rendait pas compte que quelque part, qu'on le veuille ou pas, on est la présence de cette histoire coloniale encore au sein de la France, et que si on ne fait pas attention à ce sujet-là, lorsqu'on pense à une transition écologique, on risque de reproduire les erreurs du passé. Et ça, c'est un point qui est très important. J'espère que dans mes engagements futurs, j'y travaillerai. Et je pense que, sincèrement, si on doit penser la question de la transition dans un territoire, on doit le faire en prenant en compte les injustices environnementales passées, notamment celle du chlordécone. Je pense qu'on ne peut pas faire advenir une démocratie environnementale en France et en Guadeloupe si ces enjeux-là ne sont pas mis sur le papier, si on n'a pas cet élément de réconciliation pour se dire
enfin, on passe à autre chose. Enfin, on va vers je sais pas, enfin, c'est ça, je pense que ça, c'est la partie la plus intéressante qu'on pense des alternatives, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. C'est pour ça que moi aussi, j'aime faire de la recherche, mais qu'on sait que ça sera mieux que ce qu'on a pu avoir par le passé, qu'il y a des enjeux à soulever et que, bah, quelque part, moi, en tout cas, je parle pour moi, ma génération, on a peu confiance en l'avenir, mais que paradoxalement, le chemin qui est choisi par ces engagements-là fait que ça me donne un peu plus de confiance quand même. Ça nourrit quand même de l'espoir. De l'espoir, ouais. Parce que, je sais pas, on dit il faut partir pour réussir, faut renoncer à son territoire, faut faire des compromis si tu reviens, tu ne vas pas avoir tel salaire. Moi, je dis, mais bah, posons-nous 2 secondes, pourquoi avons-nous fait ces choix-là? Et essayons d'en tirer un autre modèle. Intéressant. Ok, super. Très bien. Et l'actualité pour votre observatoire, c'est... Alors déjà, si on va mettre les liens sur le podcast, si tous les auditeurs veulent aller se renseigner, j'imagine qu'il y a un site internet. On a un site internet, on a un Instagram aussi, donc c'est Observatoire Terre-Monde ou Observatoire TM. D'accord. On est sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer un mail aussi à écologie au pluriel outremer@gmail.com et on pourra vous rajouter à la newsletter. On a un séminaire qu'on anime mensuellement sur les questions des écologies politiques des pays outre-mer qui se fait en hybride, donc à la fois sur Zoom. Et puis si vous êtes sur Paris ou le lieu où ça peut se faire, ben, voilà. Et voilà, on a une revue, donc, Écologie décoloniale, décoloniser le changement climatique, le premier numéro qui est paru ce 9 février, qui sera aussi disponible avec un site internet, une plateforme qui sera interactive avec plusieurs contributions. Bon, je ne vais pas le montrer là, mais du coup, vous avez une carte aussi avec les contributeurs de la revue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une revue qui est plurilingue en fait. C'est une revue où chaque auteur s'exprime dans sa langue d'origine. Justement, elle est faite. Elle est faite à l'envers. On fait justement. Donc, décoloniser la pensée. C'est un peu ça. Bon, il y a des articles en anglais, en espagnol, en français, en créole réunionnais, mais nos créoles viendront, ne vous inquiétez pas. On a fait avec les auteurs qui voulaient bien participer. Et on a des chansons, on a des illustrations, on a cette idée de comment on produit des savoirs aussi de manière non plus que académique, mais comment en fait on fait résonner différentes manières de produire du savoir. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est sur cette hiérarchisation pour pouvoir se dire que cette table de discussion, pour pouvoir challenger cet enjeu du changement climatique, on a tous une place. On a tous une place, que vous soyez, je ne sais pas, même... par exemple, on a fait un événement, on a essayé de faire un événement sur ces questions-là en université. On s'est rendu compte que bien souvent, ceux qui sont en université, qui sont les agents des techniciens administratifs, ils n'ont pas accès au savoir. On s'est dit, ben, venez. Parce qu'en fait, par exemple, Malcolm a fait une licence sur le chlordécone une fois dans une université. Mais souvent, ces gens qui travaillent, les administratifs, sont des Antillais eux-mêmes, des gens qui sont parfois venus par le club Humidum, et ils n'ont pas accès à ce savoir-là. On s'est rendu compte, pourquoi ces hiérarchies, pourquoi en fait le savoir ne pourrait pas être accessible à tous et pourquoi chacun ne pourrait pas être contributeur de ce savoir-là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, le plus novateur dans ce qu'on propose. C'est ça, c'est cette solidarité et cette idée que chacun, on a la possibilité, la légitimité à pouvoir s'exprimer. C'est sûr, mais c'est sûr. De toute façon, c'est bien. Après, maintenant, c'est toujours un peu ce qui est mis de l'avant, tu sais, la co-construction, etc. Oui. Mais voilà, ça dépend vraiment de ce qui est fait derrière et les leviers d'action, ils sont toujours dans les mains. C'est ça, il y a la parole et après il y a ce qui suit. C'est ça le plus important. Mais en tout cas, c'est des réflexions qui sont intéressantes. J'avais jamais pensé à allier ces deux mots, décoloniser et changement climatique. Et je t'avoue, quand j'avais vu le titre, et je trouvais ça comme racoleur, tu vois, sans en gros a priori. Hein. Et je comprends maintenant la logique qu'il y a derrière.
et les interactions qu'il y a entre les logiques qu'il y a eu d'extractivité, comme tu disais, sanctuariser les ressources naturelles et les frais. Ouais. C'est vrai que, par exemple, si on regarde la recherche anglophone ou même hispanophone, la question, c'est depuis les années 2000, ils sont plus avant. C'est super développé. On se rend compte qu'on est un peu en retard et là, depuis 2018-2019, on rattrape des questions qui sont très présentes. Par exemple, au niveau de l'Afrique du Sud, le post-apartheid, il y a eu beaucoup d'analyses sur ces questions-là, d'écologie post-coloniale. Au niveau aussi, par exemple, le mouvement de justice environnementale, le terme il est né pendant la lutte des droits civiques des Afro-Américains. C'était une étude qui avait été commandée par une église de baptistes qui, sur notamment l'exposition de pollution dans certains quartiers, et qui avait proposé deux concepts, celui de racisme environnemental et de justice environnementale, pour faire prévoir une expertise sur cette question-là. Et après, il y a eu cette connexion par la suite avec les mouvements autochtones qui étaient souvent soumis à des projets miniers, pétrolifères en Amérique du Sud, en Colombie, etc. Mais du coup, c'est... Il y a l'aspect... En fait, ce que j'entends, c'est que c'est la colonisation, mais dans le sens... Il y a effectivement la référence directe au commerce triangulaire qu'il y a pu y avoir, mais c'est aussi la mentalité finalement de capitalisme et de conquête qui est remise en cause par rapport à des fonctionnements autochtones qui étaient là aussi avant. C'est aussi là, mais par exemple, je sais pas, typiquement, regardons les alternatives des ultra-riches quand on pense à la sortie du changement climatique, on s'appelle à coloniser Mars. On nous appelle à partir ou je sais pas, c'est ça qu'il y a des modalités, des imaginaires, des récits, des avatars de la modernité qui se sont construits à ce moment-là et qui perdurent aujourd'hui. Parce que ça, c'était ce premier moment que le monde est devenu monde dans le sens qui s'est globalisé de la manière dont on connaît en fait. Et que c'est dur parce que souvent, quand on parle de colonisation, on a l'impression que les décolonisations ont été le moment où ça s'est fini. Sans qu'en réalité, il y a eu des nouvelles formes, ça s'est reproduit sur des manières plus ou moins précises. Des façons de penser. Oui. Mais qui étaient là même avant la colonisation, c'est-à-dire même le système de serfs et de vassals qui avait... Ça c'était là. Le système féodal, quoi. Ça, c'est encore la question. Il y a des gens qui, par exemple, font remonter la question des racines, la crise écologique, je sais pas, la domestication pour d'autres, à l'aspect de justement impérial. Mais ce qui différencie vraiment ça de vraiment l'analyse justement sur le plantationnocène ou de l'aspect colonial, c'est vraiment cette économie, c'est ces catégories économiques qui sont vraiment nées à ce moment-là. C'est-à-dire que les institutions que nous connaissons comme, je sais pas, l'assurance, les premières banques, les premiers actifs financiers, c'est à ce moment-là qu'ils se créent. L'idée même de spéculation, même se crée à ce moment-là. Cette décorrélation en fait qui se fait entre l'économie naturelle et le marché se fait à ce moment-là en fait. C'est à ce moment-là que ces éléments s'autonomisent. On commence à penser qu'on peut, par exemple, je sais pas, pour pouvoir la tête négrière, pour pouvoir envoyer il fallait par exemple qu'il y ait une assurance qui soit créée. Il fallait aussi que par exemple, c'est une économie de rente derrière. Il y avait aussi de propriété privée qui est née à ce moment-là. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que au même moment où on exproprie et on considère que les autochtones dans les Amériques ne sont pas sur leurs terres et que ces terres, tant qu'elles ne sont pas mises en production, mises en enclos, ce qu'on appelle au moment des enclosures, qu'elles ne sont pas, qu'elles n'ont pas de propriété privée, ce mouvement-là va corréler aussi en même temps en Europe, notamment en Hexagone, avec le mouvement d'unification nationale, avec le mouvement en fait de destruction des langues vernaculaires, des manières aussi de se rapporter au territoire, notamment en Bretagne par exemple, ou d'autres territoires. Et en fait, on va dire, va uniformiser en fait, et ça se voit encore dans la manière dont on pense la politique agricole nationale, la manière dont en fait on pense même le développement. Je sais pas, là, récemment on a un mouvement des agriculteurs. Il y a encore tout le fait de cette hiérarchie, de cette division internationale du travail agricole. En fait, tout le monde est en compétition
et cette compétition entre les inégalités. Et si on ne parle pas d'abord des inégalités, on ne peut pas à la fois repenser cette économie de manière plus solidaire. Super, on va s'arrêter là parce qu'on pourra repartir encore. Merci en tout cas pour toutes ces explications, pour avoir un peu vulgarisé votre travail. Ceux qui veulent rentrer en profondeur, comme on disait tout à l'heure, il y a le site internet, on va mettre les liens. Écoute Damien, je te souhaite une bonne fin de séjour sur ton île. À une prochaine. À la prochaine. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Régénération Caraïbes. On espère que ça vous a plu. Continuez à partager, à diffuser l'information, à nous poser des questions. Ça nous enrichit toujours à chaque fois et sur cette nouvelle thématique, j'imagine que ça va créer des débats. Donc, on sera là pour les animer. Prenez soin de vous et à très bientôt. Régénération Caraïbes, le podcast.